écoutez, on va parler de McLaren maintenant. Et là, je pense que vous nous auriez demandé après l'Arabie Saoudite à quel moment on allait en parler dans le bilan de fin de saison. Après le départ de Daniel, qu'on aurait dit non, mais moi j'en ai marre. J'aurais arrêté les émissions au milieu d'année. Mais finalement, 4e place au championnat pour McLaren, 6e place pour Lando Norris au championnat, ce qui est quand même excellent. 9e place pour Lando Piastri, bien sûr, le fameux. Pour Oscar Piastri, ce serait peut-être le pilote parfait, ça. Hein. Très bon le samedi et le dimanche, là. Ce serait incroyable. Mais vraiment, j'ai été tout à fait surpris de ce retour en grâce de McLaren qui n'était pas attendu. Saison en 2 temps, là. Alors, voilà. saison en 2 temps, puisque les évolutions reçues à partir de l'Autriche ont fait toute la différence. Il n'y a pas eu une seule grosse évolution, mais des packages d'évolution étalés durant tout l'été. Après le Grand Prix d'Autriche, McLaren avait 17 points et Alpine 44, et ils ont fini la saison avec 280 points. Avec 302 points. Donc c'est vraiment une saison en 2 temps pour McLaren. C'est le retournement le plus spectaculaire de l'année, peut-être avec celui d'Aston Martin, mais dans le mauvais sens. C'est malheureusement très bien dit. C'est brutal, mais pas faux. Non, mais c'est vrai que McLaren, en fait, ce qui est très bien, c'est que ils ont accepté de perdre du temps en début de saison en se disant on va pas lancer le concept qu'ils voulaient lancer en début de saison parce qu'il n'était pas peaufiné comme ils le voulaient et parce qu'il n'était pas assez performant. Et ils ont décidé de prendre une voiture qui était plus proche de la base de l'an dernier en début d'année, ce qui a été une catastrophe puisque vraiment le début de saison est horrible. Mais en peaufinant le package qui est arrivé à Silverstone. Et en Autriche, oui, ils ont mis. En Autriche, Norris a une nouvelle voiture, et à Silverstone, Piastri a celle qu'avait Norris en Autriche, et Norris a 2 nouvelles pièces. Et là, ils font 2 et 3 en qualif. Donc, sachant que Norris a fait top 5 en Autriche, et après, de là, ça va beaucoup mieux tout le long. Et c'est vrai que c'était, les déclarations qu'ils faisaient en début de saison en disant on aura une bonne évolution qui va fonctionner et tout, moi j'y croyais pas du tout parce que ça c'est quand même, ça ressemblait être parti pour une saison vraiment en demi-teinte, voire catastrophique, parce qu'en début de saison, il faut oublier qu'ils sont 9e force du plateau, à peu de choses près. Et puis finalement, le retour en force, alors on peut regretter qu'il manque une victoire pour compléter tout ça, mais c'est vrai que. Il y a un sprint gagné quand même. Il y a un sprint gagné. Mais... Ouais. Je ne veux pas le compter parce que c'est douloureux pour Norris après. Mais vu que c'est pas lui qui le gagne. Mais non, c'est quand même très très bon. De nombreux podiums. Ils ont été pas mal de fois 2e force du plateau. Et ce qui est une très bonne nouvelle, c'est que la voiture n'était pas optimisée, mais qu'ils ont totalement. Ils ont une direction pour 2024 qui est claire et nette dans la technique et dans l'aéro. Et ils n'ont pas à réfléchir, à dire on va devoir adapter, prendre tel morceau, jeter tel morceau, tout ça. Pour eux, c'est on a un package aéro qui fonctionne, on reprend cette base et on la peaufine dans notre nouvelle soufflerie, parce qu'il faut oublier que maintenant, ils ne sont plus dans la soufflerie de Toyota à Cologne, ils sont dans leur propre soufflerie qui a ouvert cet été à Woking. Donc là-dessus, c'est pas mal aussi parce que ils ont eu le temps de la corréler, avec ce qu'ils avaient à Cologne. Donc normalement, ça reste beaucoup plus efficace pour tout ce qui est développement, et notamment pour franchir l'hiver, puisque l'objectif, c'est quand même de gagner du temps dès Bahreïn 2024. Ouais. C'est vrai que... attention, la gueule de bois pour McLaren l'an prochain aussi. Hein, j'ai pas envie qu'il commence encore mal à Bahreïn. Hein, quoi. C'est un peu le risque. Ouais. Mais pourquoi je ne pas forcément eux plus que d'autres, en fait, parce que c'est tellement serré que ceux qui auront raté 2 dixièmes sur un truc de développement vont se retrouver à retraite, tu vois. C'est ça, tout est dans la gestion des attentes. Hein. C'est ça le problème. Et là, les attentes sont forcément beaucoup plus élevées. Non, moi je vais rajouter un bon point, parce que je n'ai pas non plus envie de paraphraser mes collègues, sinon on finira à minuit. Un bon point, c'est c'est Oscar Piastri. Quand même. C'est le rookie de l'année, pas seulement en F1, mais aussi de la FIA. Hein. C'est quand même qui a été sacré rookie de l'année de la FIA. C'était totalement mérité. Genre, quel coup de maître d'avoir signé Piastri, de l'avoir subtilisé à Alpine. Voilà. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais voilà, il fait une saison qui est absolument exceptionnelle pour un débutant. Alors certes, il est aidé par une voiture qui est performante, hein, on peut pas le nier non plus. Mais voilà, il fait quand même très très peu d'erreurs. Il craque moins sous la pression d'ailleurs que Lando Norris au moment où ça compte son qualification.
Voilà, ça aussi, voilà, pour attaquer un petit peu les mauvais points, effectivement, Lando Norris, il est encore un poil fragile sur les moments où ça doit compter, où il ne faut pas faire d'erreur. Et voilà, il se permet des petits drifts à Abu Dhabi, ce genre de choses, voilà, qui lui coûtent voilà, de meilleure place sur la grille de départ, voire même peut-être pas la pole position, mais au moins la place sur la première ligne. Et pour moi, l'autre mauvais point majeur qui est alors pour l'instant oublié, hein, mais moi je l'oublie toujours pas, c'est que dès le début de saison, comme tu dis, Manu, il voulait aligner un concept, il nous a attendu de le peaufiner. C'est ce concept, c'est James Key qui l'avait en tête, qui l'a réfléchi, qui l'a mûri, et ils l'ont limogé. Pour moi, ils ont fait partir quelqu'un qui ne méritait pas de partir. Voilà, clairement. Surtout que voilà, l'erreur a été admise dès la présentation, puisqu'en fait, c'est même dès la présentation de la voiture au mois de février, quand ils l'ont présenté, le traditionnel petit show, voilà, où la voiture n'a même pas fait un tour de roue en disant c'est pas la voiture qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Et James Key était encore là, et donc il y avait tout ça qui était déjà dans les tuyaux. Alors tant mieux, parce que du coup, ça va rééquilibrer aussi les chances pour Sauber, parce que Sauber, eux, du coup, ils ont recruté James Key, qui est arrivé au 1er septembre, et ils ont tout arrêté. Dès qu'ils ont su qu'il allait venir, ils ont vraiment freiné des 4 fers sur tous les développements possibles et imaginables pour laisser un maximum de choses à faire à James Key. Et ça va être très bien pour eux, parce que James Key, ça sera peut-être l'artisan aussi des premières Audi. Voilà, s'il est encore là, voilà, s'il réussit à convaincre en 2024, en 2025, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas là aussi en 2026. Et pour moi, c'est un coup de maître aussi, parce que voilà, James Key avait cette vision du bon concept. Et pour moi, c'est le seul point négatif en coulisses, mais qui peut se révéler plus, je dirais pas dévastateur, mais plus pesant que prévu pour la suite. Après, pour moi, si James Key est parti, c'est qu'il y avait Rob Marshall qui devait déjà arriver. Et Rob Marshall, donc, il va commencer à partir du 1er janvier, normalement, comme directeur technique McLaren. Et Rob Marshall, c'était qui? C'était depuis, je crois, les 15 dernières années, le designer en chef de Red Bull qui avait travaillé aux côtés d'Adrian Newey, enfin, un des adjoints d'Adrian Newey. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que James Key était invité à prendre gentiment la porte. C'est possible. Ouais. Vas-y, Michael. Non, c'est juste pour dire que James Key était peut-être la clé de ce qui va se passer pour McLaren. Est-ce que c'est excessivement nécessaire? Je ne pense pas. Donc vas-y, sois pertinent. Ça veut aussi clairement nous dire que la voiture 2024 de McLaren ne sera forcément qu'une évolution de celle-ci, puisqu'en fait, elle a été conçue sans Rob Marshall. Sans directeur, finalement. Sans directeur technique, forcément, sans James Key aussi. Donc heureusement, ils sont sur une bonne lancée, ils sont sur une bonne piste. Maintenant, voilà, est-ce que du coup, les évolutions ne sont pas trop timides en 2024 pour pouvoir tenir ce deuxième, on va dire, je parle d'un deuxième rang parce qu'en fait c'était le deuxième, troisième rang absolu sur la fin de la saison. Voilà, c'est la question. Plus effectivement le problème de la corrélation de la nouvelle soufflerie, voilà, ça c'est très important ça aussi. Après, voilà, pour revenir sur le rôle de directeur technique, je pense qu'il faut pas le surestimer. Hein. C'est pas un seul homme, loin de là, qui fait tout. Là, je mets sur le chat un article qu'on a publié récemment sur NextGen, où c'est James Allison, le directeur technique de Mercedes, qui décrit le rôle du directeur technique. Et en fait, c'est pas du tout c'est pas le rôle d'un ingénieur qui va trouver la formule magique. Il n'y a que Newey pour faire ça. Et encore, c'est surtout le rôle d'un super manager, d'un super DRH qui va coordonner le tout. Voilà, un chef qui va coordonner, qui va parler avec les gens. Donc, il ne faut pas croire que c'est un directeur technique qui va avoir une influence sur tout. Pour moi, oui. Sauf que James Key était aussi concepteur, en plus d'être directeur technique. Il a dessiné beaucoup de F1, donc il n'a pas été qu'un manager. Donc, il a lui quand même encore c'est un de ces rares gars en Formule 1 qui ont encore les doubles casquettes. Je pense aussi que James Key ne collait pas forcément dans l'organigramme que voulait placer Stella à la tête, dans le département technique, où lui a vraiment voulu séparer en 3 parties le département technique. Et je crois que James Key n'aurait pas eu sa place là-dedans, en fait. Et je pense pas qu'il l'ait dégagé juste pour les mauvaises performances de 2022, début 2023, parce qu'au final, ils ont en plus avoué que de toute façon, les traits négatifs de la voiture étaient en fait des traits négatifs qu'ils avaient sur les voitures depuis 2017-2018, tout simplement parce que la soufflerie arrivait vraiment au bout de ce qu'elle pouvait donner, et qu'en fait, ils n'arrivaient pas, en ayant à la fois cette soufflerie lointaine et une corrélation peut-être pas assez bonne, ou en tout cas pas assez d'outils dans la soufflerie, ils n'arrivaient pas à corriger les défauts qu'ils créaient avec leur voiture, et en fait, on se retrouvait toujours à avoir le même défaut
Et c'est pour ça qu'ils ont régressé en 2022 avec des défauts similaires et que Ricciardo a encore plus sombré. C'est parce qu'en fait, je pense que le comportement de la voiture qui ne convenait pas à Ricciardo s'est retrouvé en 2022 et c'est ce qui fait qu'il a eu 2 saisons vraiment pas bonnes chez McLaren et encore pire en 2022. Et au final, là, avec la nouvelle soufflerie, il pense pouvoir corriger et effacer ce défaut-là. Et je pense qu'il y a le département technique de McLaren a vraiment été chamboulé complètement. Et je crois que James Key n'avait juste pas sa place là-dedans et que là, avec l'arrivée justement de David Sanchez de chez Ferrari, avec Peter Prodromou qui est déjà là et avec Rob Marshall par la suite, c'est vraiment il y a un meilleur compartimentation de les trois domaines techniques en fait. Mais après, effectivement, je pense pas que James Key ait vraiment laissé un mauvais souvenir non plus à McLaren. En espérant qu'ils causent bien entre tous les trois, c'est toujours le problème en fait. Voilà. C'est ça. Mais l'avantage, c'est aussi qu'à Woking, tout est fait sur place et du coup, les départements sont quand même très proches les uns des autres. C'est pas comme certaines équipes qui séparent un peu trop les choses. Je me permets de je pense à une équipe française. Ouais. On n'a pas encore parlé, ça tombe bien. Je pense à elle. Et non, en fait, je voulais revenir sur les pilotes. Alors oui, ça a été serré en course et en qualif parce que Piastri était jamais très loin de Norris. On voit qu'il y a 2 places d'écart sur la place moyenne. Mais quand même, pour rendre à Norris ce qui lui appartient, il y a 15-7 en sa faveur en qualif et 17-5 en sa faveur en course. Donc c'est quand même, il y a une vraie nette domination de Norris sur Piastri, ce qui n'est pas étonnant, puisqu'il y en a un qui est là depuis 2019 et l'autre qui est débutant. Mais voilà, c'est vrai que Piastri a fait une saison très spectaculaire, avec des vraiment très bonnes performances, et puis ce côté où on a l'impression que rien ne l'atteint, et ça c'est vraiment un très bon point pour lui, c'est qu'au final, la pression, il ne connaît pas. Maintenant, il a que des choses d'expérience à corriger, et c'est très bien pour lui, parce qu'en fait, il ne peut que s'améliorer naturellement, il n'a pas de vrais défauts à enlever. Mais voilà, rendons à Norris ce qui lui appartient. Face à un des meilleurs rookies de ces dernières années, il est quand même nettement devant. Et au final, voilà, la saison des 2 pilotes est très très bonne. Pour moi, avec Mercedes, c'est vraiment le meilleur duo 2023. Bon, je suis assez d'accord là-dessus. Moi, j'ai une petite requête pour McLaren. Ce serait une bonne idée de refaire une livrée triple couronne l'an prochain, puisque cette fois-ci, elle pourrait être bonne en piste. Elle pourrait être performante peut-être. Donc voilà, ça pourrait être le bon point. Parce que moi, j'ai une requête au niveau de la livrée, s'ils pouvaient garder la livrée stealth ou un truc comme ça, là. Noir et orange, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin de bleu, il n'y a pas besoin d'autre chose. Vu qu'il y a déjà les couleurs de chrome, voilà, on va peut-être y aller un peu plus mollo. J'ai une autre requête, c'est vous pouvez en faire 12, mais bon, comme ils ont encore signé 25 sponsors, ça va être compliqué. Après, ça coûte cher en miniature. Oui, ça sert à rien de parler de la livrée McLaren, faisons, on la voit pas. Rappelez-vous, je crois qu'on l'avait nommé pire livrée de la saison. Et je pense que chez McLaren, ils nous ont écoutés. Ils ont dit OK, on va vous en faire 12. Et puis comme ça, voilà, il y aura forcément. Vous oublierez la livrée normale. Il y aura forcément une qui fera mouche. Et c'est vrai que la livrée discrète, la livrée orange fluo était bien. Oui. La livrée chrome était très sympa. Moi, s'il pouvait revenir à du chrome, ce serait chouette. Oui, écoute, tu vas te contenter de chrome marqué en gros sur la voiture, ce sera déjà. Peut-être qu'il y aura du chrome sur les edges de la voiture. Oh là, j'ai compris. J'ai compris. J'ai la ref. Alex est encore sur Internet Explorer, visiblement. J'ai la ref. Firefox. J'arrive pas. Je ne peux pas surenchérir. Moi, je te rejoins, Manu, sur le côté, oui, Norris a dominé Piastri, mais le vrai problème, c'est que. Enfin, le vrai problème. Mais en fait, beaucoup de ces courses et de ces qualifs où il fit devant, tu peux mettre déjà tout le début de saison où la voiture n'était pas bonne, donc du coup, certes, c'est bien d'être devant son équipier, mais du coup, ça ne compte pas vraiment en résultat, on va dire. Et il y a quand même, les moments où ça a compté. Il a pas été là et Piastri a été quand même étonnamment au rendez-vous parce que. Mais surtout le Qatar, c'est vraiment. Il y a quoi? C'est Las Vegas aussi où il fait une connerie, je crois. Mais le Qatar, c'est le pire. Le Qatar, enfin voilà. Le Qatar, en fait, vu le rythme qu'ils ont en course, s'il part devant, il gagne. Donc là, c'est vraiment. Il rate la victoire. Il le dit lui-même, il rate la victoire de sprint à cause de sa connerie en shootout. Donc c'est dommage. Mais je sais plus s'il avait pas fait une bêtise aussi pour la course du dimanche, la qualif du vendredi pour la course du dimanche. Non, pas ce week-end là, je crois. Oui, c'était juste moins bon. Non, c'était moins bon le vendredi que le samedi. Oui, c'était moins bon le vendredi, ouais. Avec ces conditions-là. On dit qu'on risque de confondre la McLaren avec la Sauber avec le vert Monster. Non. Ça va, elle n'est pas verte. Monster sera pas sur la voiture, il sera que sur les casques combinaisons. Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, Zach Brown, il a regardé son petit tableur Excel, il a vu qu'il restait que de la place sur les casques. Sous le fond plat, peut-être, sous le plancher. Oui. Faut la soulever à Monaco, quoi, c'est tout. En plus, avec la nomenclature Pirelli, on peut plus faire comme Benetton à l'époque et vendre les flancs des pneus, donc du coup, c'est dommage.
Ça, c'était très bien quand ils avaient les 4 pneus de 4 couleurs. Mais vraiment, on ne pensait pas dire autant de bien de McLaren, mais il faut dire qu'ils ont été quand même sacrément solides, surtout. C'est bien ça. Ça nous a relancé notre Manu pour quelques années en F1. Ouais, par contre, je peux dire que s'ils sont 17 et 18 à Bahreïn, je me barre directement. Mais ça, ce serait pas... Alors, en fait, le problème, c'est que du coup, ils devraient aller voir la FOM et dire, bon, bah, casser le contrat. Mais Bahreïn est un actionnaire majoritaire de McLaren, donc c'est compliqué, tu vois. C'est-à-dire que c'est quand même chaque année leur Grand Prix à domicile et ils font 17e sur la grille, donc c'est plutôt difficile. Le problème de Manu, c'est qu'en 2028, s'il se barre et qu'il fait que la deuxième moitié de saison, il commentera que 20 Grands Prix, c'est nul. Je vous laisserai les 20 premiers.